J'ai commencé le piano vers l'âge de 6 ans et pratiquement tout de suite, je me suis mis à improviser des petites mélodies, des harmonies aussi d'une certaine façon au piano et également à essayer de composer. Alors il y a quelques temps, un peu par hasard, je suis retombé sur cette partition. Bon, évidemment, c'était très enfantin, il y avait quantité de choses qui me font sourire, mais de temps en temps, je peux remarquer qu'il y avait quand même des petits points qui feraient partie déjà d'un style tout petit peu en devenir dans lequel je pourrais éventuellement me reconnaître. Ça n'est que plus tard que je me suis vraiment mis à la composition en passant assez longuement par les classes de pastiche, d'apprentissage de la composition par le pastiche. Et donc, il m'est arrivé de pasticher pas mal de compositeurs, Schumann, tout particulièrement un peu Ravel, jusqu'à arriver à un style que je pense un peu plus personnel, j'espère en tout cas. Et c'est vraiment vers 22-23 ans que j'ai pris la décision que, même si j'avais fait des études générales assez poussées dans d'autres domaines, j'allais être vraiment compositeur. Je pense en revanche que apprendre à connaître le style de certains des grands géants du passé est une chose très formatrice. Ça ne veut pas dire que ces grands génies du passé vont vous influencer dans votre style, pas du tout. Par exemple, j'adore la musique de Bach, je pense que Bach est peut-être le plus grand compositeur de tous les temps. J'aime bien improviser dans le style de Bach, j'ai appris à pasticher des chorales de Bach, des variations de chorales, des fugues. Pour autant, je pense que ça n'a à peu près aucune influence sur ma façon d'écrire. En revanche, le fait de maîtriser comme ça, d'une certaine façon, le sens du contrepoint, ça peut avoir une influence. Ces classes, elles sont formatrices parce qu'elles apprennent à écrire, peu importe dans quel style, mais elles apprennent à s'approprier un style et aussi à savoir, paradoxalement, s'en détacher d'autant mieux qu'on se l'est bien approprié. J'ai écrit des pièces qui relèvent de domaines extrêmement variés, musique vocale, musique chorale, musique de chambre, musique symphonique, deux opéras assez courts, un ballet, bon, même si j'aimerais encore écrire d'autres ballets, d'autres opéras. Et depuis une douzaine d'années maintenant, j'ai la chance d'avoir suffisamment de sollicitations pour pouvoir n'écrire que sur commande. Je pense que ça n'a aucune incidence sur ma façon de composer, c'est-à-dire que j'écrirais très exactement la même musique si ça n'était pas des commandes. Le seul avantage, c'est que eh bien, on est sûr d'être joué, ce qui n'est pas une mince chose, c'est-à-dire qu'on n'écrit pas pour le tiroir, mais avec la certitude qu'on sera joué, qu'on pourra entendre, avoir la chance d'entendre ce qu'on a écrit. Et puis, deuxièmement, parce que tout travail mérite salaire, on a aussi normalement la certitude d'être payé. En l'occurrence, cette pièce écrite pour le concours international de musique de chambre de Lyon, elle supposait une durée approximative, à peu près 10 minutes, une formation bien sûr, violoncelle et piano, et c'est à peu près tout. J'étais libre d'écrire une pièce d'un seul tenant, de faire plusieurs miniatures. J'étais même libre de la difficulté de la pièce. Et évidemment, si ça avait été tout d'une difficulté enfantine, ou plutôt d'une facilité enfantine, je pense qu'on aurait un peu voulu. Il fallait qu'il y ait quand même quelque chose à se mettre sous les doigts ou sous les dents pour les interprètes. We didn't hear a lot about Karel Beffa before we applied for this competition and got the score for the piece. And when we started to rehearse it, it was a surprising feeling because there was a lot of space for us, for our ideas, for that what we want to say. And there was a lot of time to make experiments together, how it can be said. And that's why it's a very interesting piece and lets a lot of freedom to the musician.
Le fait d'être pianiste, bon, ça fait qu'en général, j'écris plutôt bien pour piano, au sens où je sais ce que c'est qu'un confort de main, je sais ce que c'est qu'une écriture assez pratique, efficace, j'ai envie de dire, pour lequel le rapport efficacité-difficulté est le meilleur possible. Mais ça peut aussi avoir un inconvénient. D'abord, je ne suis pas capable de jouer absolument tout au piano. Si vous me donnez la plupart des exécutions transformées de Liszt, eh ben, je ne pourrais pas les jouer. Et il faut que je me rende compte que mes limitations de pianiste ne doivent pas forcément être des limitations de compositeur. C'est-à-dire que je dois pouvoir écrire des choses que je ne peux pas jouer moi-même au piano, mais dont je sais pertinemment qu'elles sont jouables. Mais c'est sûr que ça me donne un confort que je n'ai pas forcément quand j'écris pour les instruments à cordes, même si l'expérience aidant, j'en viens à connaître toujours mieux de pièce en pièce l'écriture pour cordes. C'est une pièce en 3 parties qui peuvent être jouées indépendamment, même si évidemment les candidats du concours devront jouer les 3 parties. Éventuellement même l'ordre d'exécution peut être un ordre différent de celui que je propose en général, mais pour le concours, je suis à peu près certain que les candidats vont suivre l'ordre proposé, et c'est bien normal. Les 3 mouvements, violoncelle et piano, ont des contributions à peu près égales. Dans le premier mouvement, comment ça se passe ? Vous avez le piano qui fait ramper ses harmonies. Alors si je mets un peu de pédale, ça va faire quelque chose comme ça. On a l'impression d'avoir affaire à des montées infinies, comme ça. Une harmonie à la fois très mouvante et très statique parce que la main gauche du piano, elle, va suggérer quelque chose comme ce statisme. Et puis le violoncelle, lui, fait entendre des intervalles assez distendus, très expressifs, au-dessus du reste. Alors comme souvent, je donnais mon titre en dernier, une fois que la pièce était terminée. Ce titre, c'est marmore, ce qui veut dire marbre. En latin, c'est aussi un terme qui est utilisé en allemand. J'aime bien son côté un peu polysémique. D'abord, je trouve que ça sonne mieux que marbre. En tout cas, ça sonne mieux probablement aussi pour des interprètes étrangers, parce qu'il va y en avoir pour ce concours. Si vous dites marbre au téléphone, vous êtes obligé d'épeler 4 fois, alors que si vous dites marmore, semble-t-il, on l'entend un peu mieux. Ensuite, j'aime bien cette qualité du marbre, qui est qu'il peut être listé dans différentes couleurs, qu'il a quelque chose un peu de vivant, même s'il s'agit évidemment de minéralogie. Les veines lui donnent un côté assez étonnant, presque très expressif dans son côté vivant. Et puis tout simplement ça sonne bien, et ça c'est important pour un titre, je crois. Peut-être qu'il se rapporte en fait aux 3 parties, aux 3 mouvements, en ce que dans le premier mouvement, on a l'impression d'avoir affaire à quelque chose qui est extrêmement statique, granitique d'une certaine façon, avec comme des colonnes, de quelque chose qui serait un peu choralisant comme un rituel, un peu aussi comme dans le dernier mouvement de ce point de vue. Et dans le deuxième, on a aussi cet aspect vertical avec cette vie qui est insufflée par les veines si étonnantes et si paradoxales du marbre, comme autant de respiration du violoncelle. On a vraiment l'impression qu'il accompagne, là pour le coup, le piano dans quelque chose qui est presque vivant du point de vue de la respiration. Deuxième mouvement, on a affaire à quelque chose qui reprend une idée que j'avais eue dans une pièce qui s'appelle Mes heures de fièvre, pour mezzo, violon alto et piano, donc un trio, pour lequel le piano fait entendre quelque chose de très statique, très liquide, dans une espèce de climat très contemplatif, un peu de moiteur presque tropical, en jouant sur des effets de polymodalité. On a une harmonie qui est exprimée par la main gauche qui n'est pas celle de la main droite. Je voulais avoir quelque chose qui sonne comme étranger, comme une espèce de lointain, un imaginaire qui serait un imaginaire du lointain. Et par-dessus, vous avez le violoncelle qui murmure quelque chose qui sont en fait des bribes thématiques, mais ça va jamais au-delà d'un motif, une espèce de tri comme ça, tri un peu développé, qui part pratiquement de rien, du néant, et qui s'amplifie très progressivement et retombe au néant.
Le dernier mouvement, un peu plus long que les deux premiers, joue sur des sonorités de cloche, notamment au piano, où on a l'impression d'entendre une cloche dans ce qu'il peut y avoir à la fois d'enfantin, de religieux, en tout cas de sacré dans la cloche, et parfois au contraire de funèbre, quand il s'agit plutôt d'un glas dans le grave. Toutes ces sonorités sont utilisées surtout au piano, mais à la fin également suggérées par le violoncelle. Je voulais avoir comme ça, comme une espèce de tintinabulation très lente, qui était confiée simultanément et parfois successivement aux deux instruments. Des surprises, il y en a parce que pour moi, comme c'est la première fois que j'entends Mort, forcément, il y a quelque chose d'intriguant dans le fait de l'entendre pour la première fois en intégralité et pas simplement un mouvement puis un autre, et surtout travaillé par des musiciens bien travaillés. Il y a des versions très différentes, vraiment très différentes, et puis c'est bien aussi peut-être que la pièce imposée soit entendue dans un cadre où elle est panachée avec du répertoire
très connues comme les pièces de Schumann ou moins connues comme la musique française qui l'accompagne. Oui, des surprises, ça ne manque pas. Alors on pourrait avoir envie de préciser des choses sur la partition, mais j'aime quand même laisser aux interprètes le soin d'imaginer ce qu'il faudrait faire. Je pense qu'une partition qui serait trop notée, enfin qui serait vraiment dans la surnotation, ce serait un peu dommage. Donc je ne suis pas du tout partisan de cette idée qu'en musique contemporaine, la première écoute n'est pas suffisante et que ce n'est qu'après la troisième ou la quatrième que une pièce qui vous a d'abord rebuté peut devenir totalement attrayante. Je pense au contraire que très souvent la première écoute est la bonne et que les autres sont un peu des tests pour savoir si la pièce tient effectivement le coup. C'est un peu l'épreuve de la durée.